Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la course au MVP, mais aussi de l'arbre des Spurs ou l'arbre Greg Popovich en NBA. Pour m'accompagner, c'est avec une immense joie que je salue Théo du site Basket Session. Bonjour Théo. Salut Josh, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très Ravi bien. de te retrouver. Mais oui, intervenant régulier, Théo. T'es toujours là, même dans les coups durs. Je me souviens d'avoir fait appel à toi à des moments où j'étais dans le désespoir le plus total. Et je tiens à profiter de cette occasion pour dire aux auditeurs, dans les oreilles des auditeurs, pour te remercier chaleureusement d'être toujours présent à mes côtés pour parler de basket. C'est un vrai plaisir de t'avoir à chaque fois. Bah écoute, c'est toujours un kiff de parler basket avec des gens sympas, donc tu es tout en haut de ma liste de ce type-là, donc t'inquiète pas, Waouh. tu peux refaire appel à moi sans problème si t'as un coup dur, je serai là. Ouais, je me souviens d'une fois, je crois qu'à moins de 24 heures, je t'ai dit, ouais, on m'a planté, Théo, est-ce que tu peux venir? Tu m'as dit, pas de problème, mec. Dis-moi l'heure et je suis là. Yes. Ça, c'est les potes qu'on a envie d'avoir, tu vois. Voilà, c'est ça. Je suis venu avec ma pelle, j'étais là, à l'endroit donné et Le j'étais mec, prêt. il est prêt, quoi. Il dit, oh, de quoi on parle? Je m'en fous. Je suis prêt. Je suis prêt. Vas-y, balance. J'aimerais, avant de parler on va parler des Spurs et tout ça. On va notamment parler du MOOC. Vous avez fait un MOOC chez Rivers, là. Votre dernier MOOC, ça sera consacré aux Spurs. Ça sort le 5 mars. On va en parler en long, en large et en travers parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce sujet. Et je t'ai préparé plein de petits segments. On va parler de plein de choses. On va parler de Tony Parker, de Manu Ginobili, de Victor Wembanyama, bien évidemment, de Greg Popovich et de tout ça. Et de ce que vous avez mis dans ce MOOC qui s'annonce absolument passionnant. Avant, j'aimerais faire un petit rappel de l'actualité, 2 points d'actualité qui me semblent importants. Tout d'abord, Joel Embiid qui s'est exprimé pour la première fois depuis sa blessure au genou il y a 1 mois. Il affirme qu'il est prêt à revenir cette saison. C'est le premier joueur, il restera à jamais le premier joueur de l'histoire à être disqualifié dans la course au trophée pour ne pas avoir disputé les 65 matchs requis par la nouvelle convention collective. Il se montre plutôt confiant sur le fait de revenir, bien qu'il n'y ait pas de date. Et puis, en connaissant les Sixers depuis toutes ces années et leur manière de communiquer sur ce genre de choses, voilà, le jour où il y a une date, c'est pas demain, pour l'instant, je pense pas en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses de cette annonce de Joel Embiid? Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai bon espoir de le voir revenir? Ouais, moi j'étais plutôt confiant dans le fait qu'ils reviennent parce qu'en fait je trouve que Philadelphie a vraiment fait des choix adéquats au moment de la trade deadline, mais qui sont adéquats si tu penses que tu pourras avoir Joel Embiid et que tu veux tenter un coup en playoff. Donc je me disais qu'en interne il devait quand même avoir alors, des garanties, il n'y en a jamais, mais en tout cas confiance dans le fait qu'il pourrait revenir cette saison. La question maintenant, ça sera de savoir à quel moment, dans quel état de forme, est-ce qu'il pourra enchaîner les matchs ou pas. Mais je suis pas si étonné que ça au bout du compte. Ouais. Quand je regardais justement un petit peu le classement à l'Est, pardon, euh, actuellement, forcément, c'est la dégringolade hein, pour Philadelphie. Ils sont cinquième, ils sont juste derrière les Knicks, à un match derrière les Knicks. Ils sont quasiment assurés de faire le play-in. Ça, c'est quasiment sûr. Quand on voit les équipes du play-in actuellement, c'est les Pacers, le Heat, les Bulls et les Hawks. Donc, s'ils se retrouvent dans cette espèce de quatuor, selon le positionnement qui sera le leur, et si Joel Embiid revient, après, il faudra voir dans quelle forme il revient et dans quelle capacité il revient. Est-ce qu'il sera le Joel MVP qu'il a été avant de partir ou est-ce qu'il sera diminué par ses blessures? Moi, c'est un peu ça que j'ai hâte de voir et que j'appréhende aussi de voir parce que je me demande dans quel état il va revenir. Bah oui, bien sûr, c'est tout de toute façon, c'est toujours, ça restera toujours la grande question, hein, autour de Joel Embiid. C'est jamais enfin, ou du moins c'est rarement, en saison régulière, en tout cas ses performances sur le terrain, c'est vraiment sa capacité à rester dessus. Là, c'est une blessure pour le coup qui est, enfin, c'est un coup de pas de chance, quoi. Un joueur qui te tombe sur le genou, c'est pas, quelque chose que tu peux prévoir ou anticiper. Mais cette équipe, je pense que si vraiment s'il arrive à revenir suffisamment tôt pour reprendre un peu de rythme, Mmh. elle peut être extrêmement dangereuse en play-off. Moi, j'ai été impressionné par le début de saison des Sixers remodelés. Je pense qu'ils sont vraiment renforcés à la deadline, comme je te le disais tout à l'heure, et que c'est vraiment hyper pertinent les choix qui ont été faits. Ils ont un coaching staff qui est pertinent, performant, qui sait parfaitement s'adapter à l'effectif. Je parle de Nick Nurse et puis aussi aux différentes séries ou comment dire, aux adversaires qui peuvent avoir à croiser. Cette équipe peut vraiment être dangereuse si Joel Embiid revient à 100% de ses capacités.
Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Puis, alors, la tannée pour les trois équipes de tête, là, pour l'instant, c'est Boston, Cleveland, Milwaukee. Si tu dois te taper Philadelphie C'est clair. au premier tour, c'est chiant, quoi. C'était pas prévu comme ça, quoi. Surtout les Bucks, tu vois, les Bucks sont pas super rassurants quand même. Et c'est typiquement le genre de clash qui peut coûter cher, quoi. Joel Embiid a également évoqué le fait qu'il serait potentiellement, enfin, qu'il est toujours, en tout cas, partant si la santé lui permet de participer au JO de Paris avec le Team USA. Ça me semble être compliqué quand même. Tu trouves pas, toi, t'es confiant dans ce truc-là, toi? Moi déjà, j'y croyais pas trop dès le départ en fait, parce que je me disais Ouais, vu son historique de blessures, c'est je voyais clair. peu de scénarios qui lui permettraient d'être aux Jeux olympiques à part, je sais pas, à la limite si les Sixers faisaient pas du tout les playoffs ou un truc comme ça, tu vois? Qu'il ait vraiment eu le temps Exact. de se remettre. Oui, je sais pas quoi faire de cet effet d'annonce. Je comprends pourquoi il le dit, pourquoi il le fait. Maintenant, il y a tellement d'incertitudes, on sait même pas s'il va pouvoir rejouer cet été, enfin avant cet été. Au bout du compte, il y a toujours pas de certitude là-dessus. Moi, Joel Embiid aux Jeux Olympiques, j'y croirais quand je le verrai. Après, on connaît l'attrait des Jeux Olympiques pour les athlètes, c'est normal, c'est la compétition qui fait rêver tout le monde, a fortiori les non-américains. Et donc, je comprendrais que Joel Embiid fasse le max pour participer à cette compétition, mais bon, j'y croirais quand je le verrai. Ouais, pareil. Et voilà, on verra comment. Il y a tellement d'obstacles à franchir avant ça que on verra bien. Justement, en parlant du Team USA et on va terminer l'actu là-dessus, il y a une annonce pour dire que Devin Booker et Drew Holiday étaient assurés de rejoindre l'effectif. Je le rappelle, pour l'instant, les certitudes concernant le Team USA, c'est Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, donc si la santé le permet, et Jason Tatum. On sait également que Tyrese Haliburton et Anthony Edwards sont sérieusement considérés par le staff et devraient, selon toute logique, rejoindre l'effectif. Il y a eu une liste en janvier diffusée par les États-Unis enfin c'est une sélection de 41 joueurs, on va dire un pool de 41 joueurs susceptibles de faire partie de l'équipe. On sait qu'Anthony Davis, Bam Adebayo, Kawhi Leonard ou encore Paul George ont dit qu'ils voulaient jouer. Et un truc qui m'a fait rire, c'est quand j'entends Kevin Durant. Toi, même si on met tous ces noms-là les uns à côté des autres, quand j'entends Kevin Durant dire, euh, on a envie d'y aller, on a envie de battre toutes les équipes de 40-50 points. Je pense il va y avoir une désillusion du côté américain s'ils pensent que ça va se passer comme ça. Pour moi, ce n'est plus du tout l'ambiance en fait dans les compétitions internationales. Je sais pas ce que tu en Bah, penses, toi. j'aime bien on a envie. Moi, j'ai envie d'avoir la détente de Blake Griffin et le shoot à 3 points de Caitlin Clark, mais c'est pas prêt de se passer, quoi. Et Kevin Durant, il peut avoir envie de tout ce qu'il veut. Je pense que c'est absurde de sortir un truc pareil, d'autant que lui, il sait quand même. En 2020, il était dans cette équipe de Team USA, si je me trompe pas, je crois que oui, c'est bien en 2020 que l'équipe de France bat Team USA Ouais, tout à fait, en ouais. compétition. Donc, il se rend bien compte que c'est pas à la portée de tout le monde. Peut-être qu'il imagine que le roster qui était le sien en 2020 a rien à voir avec la force de frappe de celui que Team USA espère aligner en 2024. En tout cas, que Team USA puisse être champion olympique, c'est tout à fait possible. C'est normal qu'il fasse partie des favoris. Gagner de 40 ou 50 points, il faudrait remonter dans les années 60, je pense, pour que ça puisse se produire. Oui, voilà, ouais. On est d'accord Et que, enfin, envoyer cette équipe de Team USA dans les années 60 même, pour être sûr d'avoir vraiment exactement. un écart pareil. En fait, c'était en 2021. C'était Tokyo Ah voilà, 2020, mais bien sûr. ça s'est joué en 2021. Et il était même là en 2016. Et pareil, 2016, ça s'est pas passé comme ça. La dernière fois où le Team USA a vraiment dominé les JO, c'est peut-être Londres 2012 où il y avait vraiment une équipe impressionnante. Et moi, je suis désolé, je maintiens que, étant donné, il y a énormément de talent, cette équipe sera vraiment l'énorme favori de la compétition. Je dis pas, hein, Curry, LeBron James, Kevin Durant, tout ça. Mais étant donné l'âge des cadres, euh, le fait que cette équipe a, quoi qu'il arrive, ce problème qui est toujours le même, c'est-à-dire que ces joueurs-là ne jouent pas ensemble depuis longtemps. C'est une équipe qui est montée de toutes pièces et en quelques mois, quelques semaines, et on leur demande de tout d'un coup jouer contre des équipes internationales qui existent depuis des années. Donc ils auront toujours ce problème-là, à mon sens. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Je suis pas du tout persuadé à 100% que, en tout cas aujourd'hui, c'est l'époque où on commence une compétition comme celle-ci, où je me dis, bah, c'est bon, c'est une autoroute pour l'équipe américaine, c'est terminé, c'est terminé depuis longtemps en vrai.
Je partage ton avis. En fait, je pense que bien sûr, ils feront partie des favoris. Bien sûr que la logique voudrait qu'ils s'imposent, mais maintenant, il y a plus vraiment de certitude. Il suffit d'un mauvais match et Complètement. t'es pas champion. Et moi, pour moi, les deux éléments qui sont vraiment importants et qui jouent en défaveur de Team USA, c'est le fait que, comme ce sont les règles FIBA, c'est des matchs de 40 minutes et que maintenant, on est habitué à avoir des remontées de moins 25 points, moins 21 encore cette semaine du côté des Lakers parce que Complètement. tu as le temps de revenir. C'est pas le cas en FIBA. Et l'autre chose qui, moi, je pense, enfin, je trouve qu'on en parle rarement, c'est le nombre de temps morts, en fait. Et c'est-à-dire que les joueurs Ouais. FIBA sont obligés de gérer les situations parce que les entraîneurs n'ont que 5 temps morts dans un match, ce qui est pas du tout la même chose en NBA. Et ça, c'est deux facteurs, je pense, qui peuvent vraiment faire la différence. Je dis pas que ça va empêcher Team USA d'être potentiellement champion olympique, mais c'est des facteurs importants qui sont vraiment, pour le coup, c'est un petit peu dans l'ADN des joueurs FIBA et pas du tout dans celui des joueurs NBA. Et c'est dur de sortir de ces réflexes-là. Tout ça pour dire que, voilà, encore une fois, il est probable que Team USA sera champion, mais moi je pense c'est plus possible de se dire à coup sûr, c'est sûr et certain, Team USA sera champion de quelle que soit la compétition internationale. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et pareil, toi, l'arbitrage, c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis convaincu que la NBA devrait s'inspirer de l'arbitrage FIBA, mais bon. On verra ça. Mais ça va être intéressant. Franchement, ces JO, on verra comment ça se passera, mais ça va être intéressant. Mais même, juste, c'est pour finir une parenthèse, tu parlais de 2012, et c'est vrai que 2012, Team USA avait encore de la marge, mais la finale avait été très serrée. Complètement. Et quand on regarde le roster, bah, t'avais Kevin Durant, LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, James Harden, Chris Paul. C'était un effectif peut-être encore plus faramineux que celui que Team USA alignera cet été. Et la finale, il avait vraiment fallu aller la chercher. Mais complètement. Puis c'était tous des joueurs qui étaient, qui étaient jeunes, qui avaient la niaque. Là, c'est le contraire, tu vois. On va être 12 ans plus tard et ouais, on verra. On verra s'ils ont les jambes et comment dire, la capacité de répondre présent à ce moment-là, quoi. Je vois pas pourquoi ils y arriveraient pas, mais j'ai hâte de voir ça. Très franchement, ces JO, ça peut être vraiment un grand moment pour le basket. J'ai l'impression. Ouais. En termes de, tu vois, de la présence de ces stars je viens de citer, la Curry, James, Durant, où clairement ils sont en train de terminer leur. D'ailleurs, c'est cool quelque part. Enfin, je veux dire, en France, on va avoir le, le, le crépuscule de ces joueurs-là dans une compétition internationale, quoi. Ce sera Ouais, bah, c'est sera leur dernière. voilà, leur dernière compétition internationale. Curry n'a jamais fait des JO, je crois. Enfin, c'est sûr même. Non, championnat du monde, il a Ouais, fait, ouais. voilà. Mais c'est assez fou, quoi. C'est assez fou quand même de se dire qu'on va avoir ça en France et que on peut assister quand même à, je sais pas, à quelque chose, quoi. On verra. On verra ça. Euh, Théo, on va parler du Moog Rivers. C'est le numéro 14 consacré aux Spurs, c'est ça? C'est ça, exactement. 240 pages au total. Vous abordez énormément de sujets, un décryptage en long, en large et en travers de cette franchise. Vous parlez notamment des anciennes gloires comme George Garvin, alias Iceman, l'amiral David Robinson, Kawhi Leonard, joueur majeur de cette franchise malgré son départ controversé. Et vous avez plein de choses. Notamment, je voulais te parler avec toi. Premier truc dont je voulais parler avec toi, c'est cet article que vous consacrez au Beautiful Game des Spurs en 2014. Vous avez appelé un coach, c'est ça, Frédéric Young? C'est un coach? Oui, il est coach, oui. On collabore depuis de nombreuses années avec Frédéric, qui a été journaliste également, mais qui, depuis plusieurs années maintenant, voilà, s'est réorienté vraiment dans le coaching. Et il décrit il décrit de façon très technique un petit peu les systèmes de jeu des Spurs et pourquoi et comment on en est arrivé à ce qui est pour moi, tout du moins, c'est mon opinion, hein, à cette espèce de nirvana du basket. Pour moi, c'est l'apogée de la philosophie et de l'évolution de Popovich en tant que coach de ce groupe et de ce trio de joueurs que sont Duncan, Ginobili, Parker. Ça correspond aussi c'est exactement à l'émergence de Kawhi Leonard. Puis tu as cette espèce de côté international de cette équipe, cette touche où tu avais des joueurs de différents pays qui étaient représentés dans cet effectif. Comment vous l'avez pensé ce papier? Enfin, je veux dire, je trouve ça absolument génial que vous ayez pensé à faire ça en fait. Eh ben, merci, c'est gentil. En plus, oui, voilà, l'article de Frédéric Young est vraiment passionnant. Ben,
l'idée, c'est ce qui est pour, comment dire? C'est finalement le dernier moment où, les Spurs sont vraiment, impacté la ligue de manière forte en termes de jeu, c'est le jeu qu'ils ont développé en 2014. L'origine même du jeu est vraiment intéressante parce qu'ils sortent d'une finale perdue contre Miami qui est dévastatrice. Les circonstances, tout le monde connaît le tir, le rebond de Chris Bosh, le tir à 3 points de Ray Allen, alors que San Antonio était prêt à faire exploser les bouchons de champagne et à fêter son titre. Donc déjà, il y a la manière dont cette équipe a su se recréer, se remobiliser et rebondir après ça. Et derrière, je trouve que c'est un petit peu paradoxal, cette équipe qui a développé l'un des baskets les plus dévastateurs qu'on ait vu. Je crois que l'écart moyen en finale est le plus grand de. Je crois que l'écart moyen par lequel les Spurs ont gagné leur finale NBA est le plus gros écart de l'histoire, quelque chose comme ça. Alors que Ouais, finalement, ouais, ouais. si tu regardes, t'as Kawhi Leonard, mais qui est émergent seulement. C'est pas encore le Kawhi qu'il a été les saisons suivantes. Tu as Duncan et Ginobili qui sont déjà sur le, comment dire, qui sont déjà sur le déclin. T'as Tony Parker, je pense que c'est sans doute sa dernière saison au maximum de son prime. Mais derrière, en fait, c'est principalement des role players, des joueurs qui n'ont pas été aimés dans les équipes par lesquelles ils sont passés, à qui on n'a pas donné de rôle. Et malgré tout, les Spurs ont développé l'un des jeux les plus beaux à voir et les plus dévastateurs voilà, de ces 40 ou même peut-être de l'histoire de la Ligue. Et c'est ça qui était passionnant pour nous, parce qu'en fait, on a eu le sentiment que ça incarnait un petit peu toute la philosophie de Greg Popovich, cette notion de partage, cette capacité à tirer le meilleur de chacun et à faire en sorte que les faiblesses de chacun ne soient pas une faiblesse du collectif. Et donc voilà, c'était ça un petit peu l'idée derrière ce papier. Oui, petit clin d'œil d'ailleurs à Patty Mills qui vient d'être libéré par les Hawks et enfin, j'ai l'impression que sa fin de carrière est proche. Et ouais, c'est proche, ouais. Et c'était un des joueurs qui était assez représentatif un petit peu de cette philosophie Spurs, notamment cette année-là, où on connaît l'histoire. Enfin, Patty Mills, c'était un joueur correct, euh, mais il est australien, hein, c'est ça, Patty Mills. C'est ça. J'ai un trou de C'est mémoire. ça, absolument. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Et Popovic lui avait dit, écoute, mets-toi, mets-toi dans un bon état de forme, parce que là, t'as pas le physique pour jouer à NBA, tu travailles pas assez dur. Mais si tu bosses, tu vas voir, ça va venir et potentiellement, tu auras des minutes. Et il représente assez bien cette philosophie de cette saison très particulière, comme tu dis, qui se déroule après une désillusion absolument atroce. Parce que en 2013, tu es tout à fait en droit de te dire que c'était une des dernières chances pour Duncan, Ginobili, Parker et Popovic de remporter un titre. Donc, il y avait ce truc-là. Et non, ils sont revenus beaucoup plus forts derrière. Et on parlait tout de suite là de Team USA et de la montée du niveau du basket international. Les Spurs, il y avait aussi ça aussi dans cette équipe, je trouve. Justement, cette capacité de Popovic du scouting des Spurs à identifier des talents venus d'autres pays que le circuit américain et de les faire venir dans l'équipe pour monter un groupe et jouer un jeu euh, où les fondamentaux, le jeu collectif, le sens de la passe, je fais passer le nous avant le moi, tout ça était élevé au rang enfin, toi, c'est là où je dis que ça représente vraiment le summum philosophique du jeu prôné par Popovic. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, là-dessus encore, il y a toute une raison, enfin, il y a toute une litanie de raisons pour lesquelles les Spurs ont été visionnaires et qu'on développe à travers le MOOC, mais là, c'en est une. Si tu regardes maintenant les effectifs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent du playmaking à quasiment tous les postes, de l'adresse extérieure et la capacité quand même à attaquer les intervalles pour pouvoir fixer la défense. C'est là-dessus qu'en fait le beautiful game des Spurs était basé, avec des joueurs comme Boris Diaw, qui s'est certainement jamais autant éclaté dans Oh une là équipe là. NBA que dans celle-ci, qui était parfait pour cette équipe et qui a d'ailleurs été déterminant dans le succès de cette équipe. Des joueurs comme Danny Green, qui n'avaient pas réussi à se faire une place et là qui sont devenus des éléments essentiels par leur capacité à sanctionner à 3 points. Patty Mills, comme tu l'as dit, il faut se rappeler que Patty Mills, en 2012, aux Jeux Olympiques dont on parlait tout à l'heure, c'était le meilleur marqueur de la compétition. Et pourtant, en Ouais. NBA, personne trouvait comment utiliser ses qualités de manière efficace. Il y a tout ça et il y a voilà le concept développé par Greg Popovich et les Spurs qui était le concept de 0,5 secondes, c'est-à-dire qu'en une demi-seconde, quand la balle t'arrive, tu dois avoir choisi de tirer, passer
tirer, passer ou attaquer par le dribble. En gros, les fondamentaux du basket, c'est ce qu'on t'apprend au Benjamin, la triple menace, tirer, Exactement. shooter ou attaquer par le dribble. Et donc cette capacité à prendre une décision vite. Et finalement, le jeu des Spurs, il est relativement simple. C'est pas basé sur des systèmes, tu sais, des systèmes fermés, alambiqués où Tout il à y a un fait. début et une fin. C'est simplement de la lecture et mettre les défenses en difficulté parce que le temps de réaction des joueurs sur le terrain est tellement rapide que la défense finit par toujours inlassablement Par avoir un temps craquer, de ouais. retard. Mmh. Et voilà, si tu tapes Beautiful Game dans YouTube, il y a des vidéos qui sortent là-dessus. C'est Il y a exactement l'illustration de tout ça. il y a notamment une vidéo qui est absolument, absolument magnifique avec les voix. On entend les voix de Magic Johnson, on entend les voix de différentes personnalités, Michael Wilbon, qui est un journaliste d'ESPN, tout ça, qui parle un petit peu des Spurs, qui a toujours été estampillé comme une équipe qui n'était pas sexy, qui ne pratiquait pas un jeu soi-disant qui attirait les foules, qui attirait une audience. Et on se disait, oh mon Dieu, les Spurs, c'est chiant quand ils sont en finale. Franchement, je dis pas. Au début des années 2000, le titre en 2003 notamment, je pense, le parcours en 2003, il était le jeu qui était hyper axé sur le jeu intérieur. Moi, je trouvais ça un peu répétitif, on va dire, dans la façon. Mais bon, quand tu as David Robinson et Tim Duncan dans ton équipe, c'est compliqué. Même si David Robinson en 2003, il est vraiment sur la fin de sa carrière, quoi. Il est plus du tout le joueur qu'il a été auparavant. Mais je te remercie de citer Boris Dio. Boris Dio, mais mon Dieu, quoi. Quel joueur absolument incroyable. On a ici un joueur français, ailier fort, qui était capable de défendre en 1 contre 1 sur LeBron James. Enfin, je sais pas si. Moi, je me souviens quand j'ai vu ça et que tu voyais que bah, il fait un match, il est efficace, et là tu te dis, ok, bon, LeBron n'était peut-être pas dans un bon soir ou je sais pas quoi. Et puis en fait, il y arrivait de façon très régulière. Et ça a tout changé. Je crois que dans les 2 derniers matchs, il est titulaire d'ailleurs, Boris Dio. Parce que Popovic a compris que s'il le met, ça crée des problèmes absolument insolubles pour le hit. Et ce que je trouve très drôle, c'est que Boris Dio, alors, tu vas me dire, t'as le droit de m'insulter si tu trouves que mon parallèle est bizarre, mais je trouve que Boris Dio, la façon dont il distribuait le ballon au poste, me fait beaucoup penser à la manière de jouer de Nikola Jokic. 2 joueurs totalement différents, un impact, un rôle totalement différent, mais un sens du jeu et de la passe qui, pour moi, où il y a beaucoup de similitudes en vrai. Non, mais je suis d'accord. Ça faisait penser. À l'époque, ça faisait penser à Chris Webber aussi de la belle époque des, Tout des à Kings, fait. mais c'est exactement ça. C'est vrai que la différence avec Jokic, c'est que finalement, bah, il a réussi à surpasser sa volonté de passer justement systématiquement et qui peut aussi te punir par le scoring si besoin. Alors que voilà, Boris, tout au long de sa carrière, a quand même été tellement préféré faire des passes qu'on Complètement. en revenait comment dire, à regretter qu'il ait pas un tempérament un peu plus incisif parfois en attaque. Mais oui, c'est exactement ça. Et il a été, en fait, il était l'élément, un élément extrêmement important dans le succès de San Antonio. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, tu te dis, ce mec-là était né pour jouer avec les Spurs, en tout cas les Spurs de cette époque-là. Ouais. Et ça n'a tenu qu'au business NBA qu'ils ne les rejoignent pas plus tôt. Si la NBA, c'était comme un club européen où les joueurs peuvent choisir leur équipe quand ils veulent, mettre fin à un contrat à l'amiable avec le club si ça se passe pas bien et partir, il aurait rejoint San Antonio bien plus tôt, c'est évident. Oui, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est assez hallucinant, c'est que quand il est au Bobcats, il était extrêmement critiqué. On disait, ouais, il est hors de forme, il en a rien à péter, il s'en fiche du basket, il prend pas le métier au sérieux. Regardez, il est payé à rien faire, il est toujours blessé, il y a toujours quelque chose qui va pas, et ainsi de suite. Et il arrive aux Spurs, et c'est un joueur transfiguré. Et tout d'un coup, le, le, le jeu, enfin, le rôle que lui confie Greg Popovich, je pense que c'est surtout ça, lui permet de débloquer son talent, en fait. Et tout d'un coup, son talent éclate aux yeux du monde. Et c'est quand même assez dingue de se dire que l'époque du hit de Miami, quand le hit se forme avec Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh, et moi je me souviens, j'étais absolument affligé de cette réunion de superstars que LeBron James quitte Cleveland pour rejoindre Miami. Pour moi, c'était presque l'équivalent de Durant plus tard qui rejoint les Warriors. Quoi. Je me dis, mais pour moi, c'était une trahison à l'idée même de compétition et de l'équilibre de la compétitivité au sein de la ligue, tu vois. Mm. Et le fait que le Heat bon, ils perdent en 2011,
parce que l'équipe vient de se former. Ils gagnent en 2012 face au Thunder. En 2013, Ray Allen quand même sauve les miches de cette histoire à la dernière seconde, dernière minute du game 6. C'est ça? Oui. Et 2014, franchement, je m'attendais pas à ça. Alors pour le coup, LeBron James, c'est un tank, hein, dans cette finale 2014. Mais derrière, l'équipe est en train de se déliter et a vraiment perdu de sa puissance. Et je trouve qu'on on parle pas assez du fait que cette équipe des Spurs, le collectif des Spurs, a battu cette équipe du Heat qui était quand même, voilà, Dwayne Wade, LeBron James, Chris Bosh. En fait, c'était quand même des monstres ces gars-là, quoi. Ouais, sur le papier, c'est vraiment marquant parce que tu as l'impression que d'un côté, c'est une accumulation de stars et que de l'autre côté, voilà, c'est justement la victoire du collectif, comme tu le disais. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, bah, effectivement, si Miami gagne pas en 2013, ça a un impact énorme, en fait. Quelle est enfin, sur la manière dont on perçoit LeBron, par exemple. Mais Il complètement. aurait gagné qu'un seul titre. Imaginons qu'il ait gagné qu'un seul titre avec Miami, ça change quand même énormément de choses. Et derrière, voilà, bon, après, il faut reconnaître que cette équipe du 8, cette équipe du 8 jouait vraiment très très bien. Elle était aussi basée sur un collectif qui fonctionnait parfaitement, notamment défensivement. Je me rappelle plus exactement de combien. Il y a une saison où ils ont une série de victoires hallucinantes. On se demande s'ils vont pas aller chercher le record. C'était en 2013 Voilà. et c'était vraiment le summum avec notamment avec le rôle de Shane Battier qui était dans cette équipe. Et il y avait aussi, comme il s'appelle, là, Andersen, là. Comment il s'appelle? Oui, Chris Anderson, Chris Andersen, Birdman. merci. Birdman, qui, quand il va rejoindre, parce que je crois que le Heat, il le rejoint cette saison-là, et je me demande si c'est même pas en cours de saison, je sais plus. Exactement, ma mémoire est pas tout à fait fraîche là-dessus. Mais sa présence dans l'effectif, le moment où il rejoint l'effectif, ça change énormément de choses dans l'équipe du Heat, quoi. Et à un moment, ils sont sur une série de victoires absolument effarante, quoi. Où ils touchent du doigt le record des Lakers, je crois, qui était de 33 victoires consécutives, un truc comme ça. Oui, c'est exactement ça. Et c'est aussi basé sur au-delà du talent des joueurs, sur un collectif assez fantastique, notamment en défense, en fait. Ouais, 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 tout Mais, à fait. mais ouais, donc voilà, effectivement, ce qu'on peut noter quand même, c'est que c'est cette équipe des Spurs qui a mis fin finalement à l'aventure à Miami de LeBron et à l'association avec Dwayne Wade et Chris Bosh, parce que derrière, comme tu le disais, LeBron a été très bon, hein, pendant cette finale. La finale 2014, ça a été LeBron et Chris Bosh. Chris Bosh, je trouve qu'on en parle quasiment jamais, mais il avait été excellent Absolument aussi d'accord. durant cette finale. Mais derrière, voilà, comme tu le disais, LeBron a fait un état des lieux, s'est dit que Miami aurait pas les ressources pour reprendre l'ascendant dans la conférence Est, et puis c'était la fin de l'aventure. Ouais. Cette finale 2014 restera à jamais gravée dans ma mémoire, je veux dire, avec les Bulls de la fin 90, le deuxième three-peat avec Rodman, Pippen, Jordan, où vraiment ça jouait très très bien en basket. On est toujours à dire que, tu sais, à pointer du doigt les talents individuels de Michael Jordan et ainsi de suite, mais on oublie que le système mis en place par Phil Jackson, le fameux triangle, qui quand il fonctionnait, produisait un basket absolument délicieux à voir. Je veux dire, faut jamais oublier ça, quoi. Jordan, d'ailleurs, c'est là où sa carrière change, c'est quand il a su inscrire son talent individuel dans un collectif. Et cette équipe des Bulls fin 90 et ces Spurs là de 2014, même 2012, même s'ils perdent en finale de conférence face au Thunder pour le coup, ils font un parcours, une fin de saison et un parcours en playoff qui était absolument incroyable. Mais voilà, les Spurs, cette année-là, c'était vraiment. Et il y a 10 ans, tu vois, en fait, les 10 ans de ce truc-là. Et moi, j'en garde un souvenir. C'est comme si c'était hier, quoi. Je crois que c'est la finale que j'ai le plus regardé de ma vie. J'ai dû voir le Game 5, j'ai dû le mater, mais 20 fois. Sans déconner. Tu sais, comme le mec qui regarde son film préféré, tu vois. Ouais, non, bah, c'est magnifique et c'est intéressant le parallèle que tu fais avec les Bulls du deuxième three-peat, parce qu'en fait, bon, bien sûr, c'est pas du tout les mêmes effectifs, pas du tout les mêmes types de joueurs, pas du tout la même philosophie, mais au bout du compte, tu avais aussi du playmaking à tous les postes. Quand tu regardes Ron Harper, Scottie Pippen, Michael Jordan, même Luc Longley, Ouais, Dennis Kukoc. Rodman, qui était un excellent passeur, bien sûr, et Exact. Tony Kukoc, j'allais y venir, c'était un peu basé sur cette capacité de se dire, bah, peu importe qui a la balle, il saura prendre la bonne décision avec le ballon. Et aujourd'hui, maintenant, on voit que c'est l'essence même du jeu actuel. Mais complètement, tout à fait. La capacité d'un joueur à faire transiter le ballon d'un point A à un point B,
C'est ultra important, quoi. Le sens de la passe, la lecture du jeu, l'anticipation plutôt que la réaction, c'est hyper important. Vous consacrez un profil à Manu Ginobili, un des meilleurs joueurs de ce sport, de l'histoire de ce sport. Hein. Je rappelle que c'est le seul joueur avec l'Américain Bill Bradley à avoir remporté au moins un titre NBA, l'Euroleague et une médaille d'or olympique. Là, c'est pareil. Ginobili, c'était la révolution. Hein, le titre olympique de 2004 avec l'Argentine, c'était un séisme dans le monde du basket international. Et je voulais vite fait parler de Ginobili, petit clin d'œil, parce que tu vois, Ginobili, c'est un mec qui, quand j'avais 20 ans, 21 ans, donc au début des années 2000, c'est ce gars-là qui m'a éveillé aux stats avancées, aux analytics. Moi, euh, j'étais complètement red dingue d'Allen Iverson. C'était mon dieu. Je ne manquais aucun match. Je lisais tous les articles, tous les livres. Je ne voyais que par lui. Sauf que j'arrêtais pas de lire des articles d'insiders et tout ça qui disaient ouais mais attendez, Ginobili il est plus fort qu'Iverson. Moi j'étais là mais vous racontez n'importe quoi. C'est un scandale de dire ça. J'étais là mais ça va pas non mais vous avez vu c'est pas du tout. Et en fait c'est là que j'ai commencé à plonger dans les analytics au début donc j'y suis allé un peu par dépit tu vois. Par aigreur quelque part. Je me disais, bah attends, je vais lire ces articles-là parce que je comprends pas pourquoi ils disent ça. Et j'ai commencé à éplucher les stats, le pourquoi du comment. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi ce mec, qui était pourtant 6e homme en NBA, son impact était largement supérieur, je suis peiné de le dire, mais largement supérieur à Iverson. Notamment dans les années 2003, 2004, 2005, où Iverson est vraiment n'est plus le joueur qu'il a été. Enfin, moi, je suis tombé amoureux de lui dans les années, 2000-2001, et ce parcours des Sixers 2001 ça a été l'absolu, le coup de foudre absolu. Euh, et c'est pour ça que je le tenais haut dans mon estime. Mais c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et Manu Ginobili, c'est le joueur qui m'a totalement fait changer d'avis et qui m'a ouvert les yeux sur l'importance des analytics et notamment comment analyser l'impact des joueurs au-delà des statistiques brutes. Et ça, moi, quand j'avais 20 ans, ben, je comprenais pas ça. Oui, bien sûr. Après, bon, moi, j'ai adoré Allen Iverson. Hein. De là à dire que tu vois que Manu Ginobili était un meilleur joueur qu'Allen Iverson, c'est une discussion là, c'est un podcast de 3 heures. Hein. Je pense qu'il faut qu'on reprenne tout en détail du début On à va la faire fin. ça, le rendez-vous est pris, Théo. Voilà. Mais moi, j'adore Manu Ginobili. L'équipe d'Argentine dont tu parles, pour moi, c'est le plus beau basket que j'ai vu de ma vie. Ouais. C'est le basket qui a été développé par cette génération incroyable, que ce soit au championnat du monde 2002 ou aux Jeux Olympiques 2004. C'est le plus beau basket que j'ai vu. Ouais. En talent, en intelligence, en style, ouais, en spectacle même. Et, et ouais, Manu Ginobili, le papier, enfin, je le dis enfin, avec beaucoup d'humilité parce que c'est pas moi qui l'ai signé, mais le portrait de Xavier D'Almeida, c'est le plus beau papier que j'ai lu sur Manu Ginobili. J'ai même, enfin, j'allais dire même moi, je suis pas une référence forcément, mais j'ai appris des tas de choses que j'ignorais, des Ouais. petites anecdotes, etc. Le papier est vraiment fantastique. C'est l'un des joueurs que j'ai préféré voir jouer en NBA. C'est un de mes joueurs préférés. Et effectivement, moi, ce que je trouve un peu fou, c'est que même aujourd'hui, même de la part de gens comme Zach Lowe, pour qui j'ai beaucoup de respect, un journaliste Mhm. spécialiste de basket, la d'ESPN, qui est vraiment très pertinent. Une fois, je l'entendais il parlait de Hall of Fame. C'était avant que Manu Ginobili rentre au Hall of Fame. La question, c'était de savoir s'il méritait d'y aller. Et un des arguments qui avait été avancé, c'était quand même le fait, enfin, ils avaient été pointés du doigt le fait qu'il ait pas été souvent titulaire, en fait. Et pour moi, c'est tellement fou, en fait. Je me dis, C'est voilà, clair. actuellement, de toujours pas comprendre que t'es pas obligé d'aligner tes 5 meilleurs joueurs sur le terrain et que, au début du match, en tout cas, que l'important, c'est ceux qui terminent le match et que l'impact de Manu Ginobili était encore plus fort pour les Spurs parce qu'ils sortaient du banc. Tu vois, je me dis, ça, c'est vraiment un point. Il y a certaines choses sur lesquelles j'ai l'impression, quand même, les Américains sont restés encore très arc-boutés parce que moi, en fait, tu me parles de Ginobili, je pense tout de suite aussi à Théo Papaloukas qui sortait du banc pour l'équipe Mhm. nationale de Grèce et qui était l'un des meilleurs joueurs. D'ailleurs, enfin,
Là, c'est retourné un peu le couteau dans la plaie, mais championnat du monde 2010, là, Vas-y, on est prêt. où Team USA se fait, non, mais Team USA se fait détruire sur pick and roll Ouais. avec Papaloukas et Sophocles Skortianidis. Ils se font détruire sur ce Baby qui est Shaq, l'essence c'est de ça? leur jeu. Sur quoi tu disais? C'était Baby Baby Shaq, Shaq. C'est exactement, comme ça Baby qu'on le Shaq. surnommait, ouais. Exactement, ils se font détruire. Il y a une équipe, regardez le roster, hein, il y a LeBron James, Dwayne Wade, Dwight Howard. C'est pas une équipe de Team Ah non, USA, mais grave. B. Et à la fin, c'était assez marrant parce que tu avais Coach K qui connaissait même pas le nom des joueurs en fait. Donc il disait ouais, le numéro 4, il était bon quand même sur pick and roll. Je dis bah ok, faut faire un petit peu de scouting. Et derrière, en C'est une 2012, légende, le gars. voilà, exactement. Et en 2012, c'était assez drôle parce que j'avais eu la chance d'être aux Jeux Olympiques de Londres et Ah ouais, en la conférence classe. de presse, Coach K se faisait un. Systématiquement, il arrivait en félicitant le coach adverse, en sortant son nom. Tu sentais qu'il avait compris la leçon et que maintenant il avait ses petites fiches avec les noms de chaque joueur et membre du staff adverse et qu'il voulait pas rééditer la même erreur. Ouais, paraître arrogant et. Ouais. Bien sûr. Est-ce que dans l'article, il parle. C'est le truc qu'on avait vu pendant notamment la cérémonie quand ils ont retiré le maillot de Manu Ginobili. Et c'est une histoire qui me fait toujours rire. Parce qu'en plus, qu'on soit bien d'accord, hein, Manu Ginobili, en plus d'être un joueur absolument génial, c'est un être humain absolument génial. C'est clair. Renseignez-vous sur qui est cet homme, ses centres d'intérêt, tout ça. Enfin, moi, je pense que j'apprécie autant l'homme que le joueur. Enfin, clairement, c'est un joyau du basket, Manu Ginobili. Et je voulais savoir si dans l'article, il parle du fait que Popovic, notamment Ginobili qui arrive chez les Spurs, Popovic qui est très sur le règlement, sur la façon de jouer, sur la discipline, sur tout ça. Et t'as cette espèce de mec qui est complètement feu follet, qui fait des passes dans le dos, qui fait des trucs un peu n'importe comment. Enfin, qui fait pas n'importe comment, mais qui est un peu, il y a un côté sauvage, Manu Ginobili, tu vois. Et la manière dont, en fait, Popovic, et c'est ça qui est formidable avec Popovic, c'est que plutôt que de rester arc-bouté sur ses principes et ses idées de discipline et de voilà comment on joue et c'est pas autrement, il va finir par comprendre que, ah ouais, tiens, si je laisse ce gars-là exprimer son talent, si j'évite de le brider, mais que j'arrive à utiliser cette fougue incroyable et ce talent incroyable et sa lecture du jeu, sa capacité de faire la différence en fait, de vraiment influencer le résultat du match, on va bénéficier de tout ça. Et je me demande s'il parle de ça dans cet article. Oui, bah si, on en parle et c'est à verser au crédit de Greg Popovich d'avoir compris qu'il fallait Complètement. qu'il mette son propre ego de côté pour accepter que d'avoir ce joueur qui ressemble à aucun autre joueur et le laisser flirter toujours avec la ligne et sortir parfois du cadre s'il le faut parce que c'était dans l'intérêt de l'équipe. Et, euh, et ça, tous les entraîneurs n'en sont pas capables. C'est un petit peu, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce que Steve Kerr a su faire avec Draymond Green dans les meilleures années de Draymond Green aussi. Savoir que voilà, tu as besoin de ce joueur qui... Alors, c'est pas les mêmes profils, hein, mais dans le Mais je sens vois où très bien ce que tu veux dire. c'est des joueurs qui peuvent, en fait, qui aident le système, mais qui sont des joueurs de rupture malgré tout. Et ça, il faut de l'humilité parce qu'en fait, quand tu es entraîneur, tu peux aussi simplement dire non, bah, j'ai dit que la balle elle allait de A à B et c'est tout. Et si tu fais pas ça, tu sors et tu te mets sur le banc. Voilà, on voit encore ça assez fréquemment sur tous les terrains de basket du monde, même à des niveaux très amateurs. Et là, c'est grande preuve d'intelligence de Greg Popovich. Ouais, complètement, ouais. Et ouais, c'est cool, écoute, c'est très très cool que ça soit dedans parce que cette histoire, elle est tellement magnifique et elle est tellement au crédit de ces deux personnes, Ginobili et Popovic, d'avoir su trouver un point de rencontre, de se retrouver au milieu et de se dire, tiens, c'est cool, on va s'aider l'un l'autre pour atteindre nos objectifs et c'est exactement ce qu'ils ont fait, quoi. Je tiens à rappeler quand même que les Spurs de cette époque tenaient la dragée haute aux Lakers de O'Neal et Kobe Bryant et il y avait excessivement peu d'équipes qui pouvaient prétendre faire ça. Bah, complètement. Et puis on se rappelle de séries même qui ont basculé sur pas grand-chose, hein, sur des shoots à moins d'une seconde, le fameux shoot De 0.4 Derek de Derek Fisher. Fisher. Bah Ouais, ouais, grave. c'est Horrible ce truc. Horrible. Ah mon Dieu, mais ce machin, mais j'y croyais pas, quoi. Tony Parker, vous parlez de Tony Parker. D'ailleurs, joli petit clin d'œil à Michel Gondry. Je crois que le segment s'appelle La science des rêves, c'est ça?
C'est ça, et les intertitres sont aussi, voilà, les cinéphiles apprécieront les intertitres J'adore, choisis j'adore. par Pierre Armand Samama. Je vous kiffe tellement, vous êtes tellement fort. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur Tony Parker. Pourquoi? Parce que récemment, il a eu quelques déclarations. Alors notamment tout le monde justement rigole et je pense que le titre est un peu influent, enfin inspiré de ça, du fait que oui, si tu rêves, je sais plus c'est quoi sa phrase, si tu rêves pas, si les gens se moquent pas de C'est que tu rêves pas toi, assez c'est grand, que tu ouais. rêves pas assez grand ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça c'est très drôle. Mais là, en ce moment, tout le monde se ricane un peu parce que Tony a dit qu'il était le franchise player des Spurs pendant une période, on va dire la période 2010-2013 à peu près. Et les gens se moquent de lui en disant, grosso modo, tu racontes n'importe quoi, quoi. Euh, et je comprends la réaction des gens, des fans, de se dire, attends, mais il abuse totalement, parce qu'effectivement, je pense que cette équipe, on est tous d'accord que Tim Duncan a toujours été le joueur absolument central de cette équipe. Je veux dire, sans lui, rien qui fonctionnait, même quand il avait 39 ans. Euh, Sauf que je pense que dans cette histoire de Tony Parker, je pense que ce qu'il essaye de dire, Tony Parker, alors après peut-être qu'il va raconter, si jamais il écoute ce podcast, il dira que je raconte peut-être n'importe quoi. Mais je pense ce qu'il pointe du doigt, c'est qu'il était le go-to guy, le gars à qui on filait le ballon, sur qui étaient centrés les systèmes, et que le jeu était extrêmement tourné et articulé autour de lui. C'est sûrement ça, je pense, qu'il dit. Et je pense que c'est plus la définition de franchise player en tant que tel qui est en discussion dans la balance dans cette histoire, quoi. Oui, bah, je pense que c'est exactement ça. Et pour reprendre ce que tu disais sur Tim Duncan avant de partir sur Tony Parker, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'article qu'on a sur Tim Duncan dans le MOOC, il s'appelle The Franchise, parce qu'en fait, Tim Duncan, c'était la franchise, en fait. Et je te rejoins complètement dans le sens où sans Tim Duncan, rien ne peut se passer. Rien ne peut se passer. Ça veut pas dire que au moment dont on te parle Tony Parker, c'était lui le meilleur joueur, en fait. Mais Exactement. et je partage l'avis de Tony Parker. Il y a un moment, ça a été Ginobili même qui a été le meilleur joueur, je pense, de cette équipe des Spurs. Mm, Et il y a mm, un mm. moment, ça a été Tony Parker pendant quelques années. Et le jeu a changé. À nouveau, Craig Popovich a fait bouger le style de jeu de San Antonio pour tirer le maximum des qualités de Tony Parker. C'est là que le tempo a accéléré, et c'est aussi parce que Tony Parker a beaucoup progressé sur le tir extérieur, dans les changements de rythme. Ça a été un joueur incroyable. Ça personne ne le lui enlèvera. Ce qui est dommage, en fait, c'est que, comme souvent, j'ai envie de dire, c'est la manière d'exprimer son avis est maladroite. Et je pense que c'est ça qui brusque les gens au bout du compte. Complètement. Et toi, il y a plusieurs choses quand je t'entends parler, il y a plusieurs choses que ça m'inspire, qui m'inspirent. Notamment, toi, Tim Duncan. C'est, on devrait lui rendre hommage, en fait, parce qu'il a su ne pas tirer la couverture sur lui. Il a su laisser la place à Manu Ginobili d'être qui il est. Il a su laisser la place à Tony Parker quand il fallait lui laisser la place pour exprimer son talent, pour prendre les commandes et être le meilleur score de l'équipe et le joueur. Voilà, il a su faire cette place-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Tim Duncan, c'était philosophiquement, dans l'âme de l'équipe, c'était lui le joueur le plus important. Et même défensivement, si tu regardes les stats défensifs de Tim Duncan, même si le mec il jouait sur un genou, il était juste hallucinant, ce joueur. Je sais pas si des fois, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte à quel point ce joueur était absolument dominant. Mais c'est sûr que non. Mais enfin, moi, je C'est pense sûr que que non, c'est ouais. sûr que non, qu'on a oublié. C'est sûr que lui s'en fout, je pense, et que ça va être Tout à de fait. pire en pire, en fait. Parce Ouais. que qu'on le veuille ou non, et là, on peut avoir, ça peut être un débat, hein, Kobe Mhm. est vu comme étant le meilleur joueur indiscutablement de cette génération. Moi, je pense que la question, pour la trancher, il faut regarder vraiment les choses très en détail, parce que Tim Duncan a des arguments à faire valoir dans ce registre-là. Et je suis d'accord avec toi, défensivement, il a toujours été, comment dire, les fondations de cette équipe, ce sur quoi tout était bâti. Et au bout du compte, lui aussi, il a su s'adapter aux différents styles de jeu proposés par Greg Popovich, mais tout reposait toujours sur une chose, c'est le danger que Tim Duncan représentait, en fait. Même à J'ai 39 ans, tu pouvais pas le laisser. Il a continué à forcer les défenses adverses, à envoyer des prises à deux ou à monopoliser la défense jusqu'à son dernier match. Et ça, c'est là-dessus que tu bâtis, c'est là-dessus que tu bâtis une attaque.
Complètement. J'ai écrit un article là-dessus sur Kobe, la comparaison Kobe-Duncan, sans développer mes arguments parce qu'on va pas avoir le temps de traiter de tout ça et que j'ai pas envie de traiter un sujet aussi important par-dessus la jambe et en 2 secondes. Euh, mais effectivement, la question se passe. En tout cas, ce qu'on peut dire de façon sûre et certaine, c'est que Tim Duncan est au coude à coude dans termes d'échelon de superstar de la NBA. Il est dans la même conversation que Kobe Bryant. Il y a aucun doute là-dessus. Il est pas en dessous, il est au minima au coude à coude, quoi. Épaule contre épaule. Très clairement. Et d'ailleurs, on le voit bien, je trouve, dans le respect en fait que Tim Duncan inspirait à la fois à Kobe et à Bien sûr. Shaq. Et on sait que voilà, les grandes rivalités, c'était quand même tu en parlais tout à l'heure, les rivalités Lakers-Spurs. Je pense que voilà, eux sauraient te dire, enfin, ils savent, ils connaissent la réalité des choses, j'ai envie de dire. Tout à fait. Et, euh, et tu parlais de l'évolution du jeu, l'évolution des Spurs, l'évolution de Greg Popovich. Et j'aimerais qu'on en parle de Greg Popovich justement et de son évolution. Parce que c'est un coach qui a, de son arrivée dans la saison 98-90, je crois que c'était en 98 ou 97, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'était à la fin des années 90. Et il y a eu cette saison 98-99 où, alors qu'il venait à peine de remplacer Bob Hill, hein, Bob Hill, euh, il est licencié, c'est Popovic qui était lui dans le front office qui prend sa place. Et le début de saison des Spurs, c'était la saison du lockout où il y a eu que quelques matchs et ça, qui se terminera par le premier titre des Spurs d'ailleurs au Madison Square Garden. Mais le début de saison était naze. Et il y a un moment, les joueurs, c'est Avery Johnson qui a raconté cette histoire-là, les joueurs entendent, enfin, on vend du fait que probablement que Popovic, s'ils perdent un match, c'était un match du 2 mars 1999, s'ils perdent ce match contre les Rockets, ils devaient jouer contre les Rockets, s'ils perdent ce match, grosso modo, c'est terminé pour Greg Popovich, quoi. Il sera remplacé. Le remplaçant, je te le donne en mille, qui c'était Doug Rivers, qui était alors commentateur des matchs des Spurs, parce que c'était un ancien joueur des Spurs, et il commentait les matchs à la télévision. Et donc apparemment, c'était lui qui était pressenti pour prendre la place de Greg Popovich. Et t'as Avery Johnson et David Robinson qui vont rendre visite à Greg Popovich, qui vont ressortir de cette réunion en se disant on va se battre comme des diables pour sauver sa place. Avery Johnson témoignera et dira David Robinson a donné un des meilleurs speeches qui soit dans le vestiaire pour remonter le moral de tout le monde et dire maintenant on va aller chercher la victoire et on va y aller, on va gagner et ça va et on va sauver la place de Greg. Et ils finiront la saison avec un bilan de 31 victoires, 5 défaites et le premier titre de la franchise. Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans l'évolution de Greg Popovich, il y a quelque chose qui me fascine toujours, et même lui, il le reconnaît volontiers. C'est que quand il est arrivé, c'était pas le coach qu'il est aujourd'hui, enfin, qu'il a été, qu'il est devenu. C'était un coach qui avait sûrement beaucoup plus de défauts, qui avait beaucoup moins qui était beaucoup moins malléable que ce qu'il est devenu après. Mais ce que j'adore, c'est chez ce mec, c'est que tu vois quand tu regardes un peu sa carrière, et je tiens à rappeler que Popovich est quand même le coach le plus, quel pourcentage de victoires le plus élevé de tous les sports majeurs aux États-Unis. C'est pas rien. Il a su faire évoluer son coaching au fil des années. Il a su évoluer en fonction de l'évolution du jeu. Je pense notamment aux Suns de 2000, de la moitié des années 2000 avec Steve Nash, le run and gun imposé par Mike D'Antoni. Et tu vois bien que Popovich, les Spurs étaient toujours sur la route des Suns, mais à chaque fois, il faisait un peu évoluer son équipe, son jeu de manière à ce que il puisse s'adapter et toujours répondre présent et évoluer avec le temps et se maintenir au sommet de la hiérarchie NBA, quoi. Et c'est aussi un des secrets de la magnificence des Spurs pendant toutes ces années, pendant 2 décennies, c'est que ce mec-là est absolument euh, incroyable dans sa façon de gérer sa carrière, quoi. Sa carrière est absolument légendaire à Popovich. Ben oui, c'est exactement ça. Tu sais, quand on travaillait sur la couverture,
on s'était posé la question de savoir qui on voulait mettre en couverture pour représenter San Antonio. Et finalement, on s'était dit, bon, bah, sur les joueurs, on s'est dit, bah, pourquoi pas lui, pourquoi pas lui. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il fallait qu'il y ait Popovic, en fait. Derrière, on savait pas forcément quel joueur, mais il fallait qu'il y ait Popovic, parce que pour nous, bah, il représentait la franchise, sa culture et son impact. Et ce dont tu parles, je pense que c'est même lié à qui il est en tant que personne. Et c'est cette soif inextinguible de connaissances, de découvrir ce qui se passe autre part. Je pense que c'est ça qui lui a permis de ne pas rester sur des certitudes, de toujours chercher de nouvelles solutions ou de nouvelles façons d'appréhender les choses. Et c'est intéressant de voir, tu parlais, on en parlera peut-être tout à l'heure, tu sais, du fameux Oui, on va en arbre des parler juste sports. après, ouais. Donc sans vouloir trop anticiper là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi tous les gens que lui, il a laissé venir dans son équipe. Des coachs européens, là où personne ne voulait prendre de coach européen. Et Ettore Messina, quand même considéré sans doute comme l'un des plus grands coachs ou l'un des coachs les plus brillants de l'histoire du basket en Europe. Voilà, il a eu l'opportunité de le prendre comme assistant. Il l'a pris sans aucune, enfin, sans y réfléchir à deux fois, là où d'autres franchises ne l'auraient pas fait. Et pas simplement, enfin, dans l'idée aussi de se dire, bah, on va confronter des points de vue et de la confrontation de nos points de vue va sortir quelque chose de plus grand, comme il a fait après avec Becky Hammon, par exemple. Exactement. Pareil, à qui personne voulait donner une chance dans un staff NBA. Et tout ça, je pense que c'est la personne qu'il est, a fait l'entraîneur qu'il est devenu. Et c'est une personne vraiment rare. Là encore, voilà, on a un portrait forcément de Greg Popovich. On en apprend un peu plus sur sa jeunesse, ou du moins ce qui s'est passé avant qu'il soit l'entraîneur des Spurs indéboulonnable qu'on connaît. Et ça part de sa, je pense, de sa curiosité, sa soif de connaissance et de découvrir d'autres points de vue, d'autres manières d'être, d'autres manières de voir les choses, et pas simplement de rester campé sur ses positions. Tout à fait. Et je pense que, enfin, je sais pas, en tout cas, moi, à l'âge qui est le mien, début de la quarantaine, tu comprends l'importance et la richesse de ce truc-là. Je veux dire, c'est la seule attitude à adopter vis-à-vis de l'existence, en fait, d'être toujours prêt à apprendre et à s'enrichir du savoir des autres et de toujours évoluer, de jamais rester statique et camper sur ses positions, en fait. Et Popovic, je trouve que c'est un magnifique exemple de ça. Et quand tu l'entends parler de ses joueurs et quand tu entends les joueurs parler de lui, tu comprends que humainement, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin et qui a fait le chemin dans le bon sens. Et c'est vraiment une personne qui me fascine humainement et sportivement. On va parler de l'arbre des Spurs. D'ailleurs, je tiens à corriger. J'ai dit Popovic, plus gros pourcentage de victoires. C'est en NBA, il me semble. Dans l'histoire des sports américains, je ne sais pas, c'est pas le chiffre que j'avais en tout cas. En tout cas, c'est le coach le plus durable des sports majeurs américains, ça c'est Ouais. certain pour le coup. Voilà. Et dans cette écurie Spurs, comme on l'a dit, et ça vous l'avez mis dans le MOOC, hein, l'arbre des Spurs. Quand tu regardes le nombre de coachs et d'assistants coachs et même des general managers qui sont issus de l'écurie Spurs, ça te donne le tournis. J'ai fait l'énumération des gars. Peut-être que j'ai oublié, tu me diras. Mais t'as Quinn Snyder, James Borrego, qui est désormais assistant aux Pelicans, Brett Brown, qui est revenu à ses côtés, il a été notamment coach des Sixers, Mike Budenholzer, Steve Clifford, Will Hardy, Jacques Vaughn, Joe Prunty, qui est aux Hawks, Ime Udoka, Monty Williams, Taylor Jenkins et Mike Brown. Et on pourrait même aller jusqu'à dire qu'il a été une inspiration pour Steve Kerr. D'ailleurs, Steve Kerr C'est sûr. ne s'en est jamais caché. Il a toujours cité Popovich et Phil Jackson comme ses maîtres à penser. Doug Rivers aussi, qui a été un joueur en fin de carrière des Spurs et qui a évolué sous les ordres de Popovich. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu Becky Hammon qui aujourd'hui déchire tout en tant que coach des Las Vegas Aces. Et general manager, tu as Sean Marks qui, quand il est arrivé aux Nets, il a été d'une situation que tout le monde disait qu'elle était inextricable. Et finalement, non seulement il les a sortis de là, et ils ont replongé, il est en train de les ressortir de la panade. Et de très belle manière, et je suis persuadé des qualités de Sean Marks en tant que general manager. Et puis tu as Sam Presti, le maître du jeu, qui dirige le Thunder depuis pas mal d'années maintenant. Je veux dire, quand tu vois ça, tu te dis, mais ce, ce gars. Et d'ailleurs, c'est très drôle, je crois que c'est après le titre des Warriors.
c'est Adam Silver qui fait un clin d'œil pendant la cérémonie, je crois, en disant merci à Popovic de conduire un centre d'entraînement, enfin un centre de formation pour les coachs de la ligue, quoi. Et j'ai trouvé ça trop drôle, en fait. Mais non, mais c'est assez, incroyable. C'est vrai que pour ce MOOC, on a eu la chance, tu sais, dans chaque numéro, on a ce qu'on appelle un rédacteur en chef Oui, exceptionnel. Voilà, une personnalité qui nous accompagne un petit peu et qui sert de fil rouge. Donc, il y a une longue interview, puis après, il nous sert de fil rouge tout au long du MOOC. Pour celui-ci, on avait choisi Yann Mahami, qui est passé par San oui. Antonio, qui avait été drafté par San Antonio. Et dans son interview, ça, c'est vraiment hyper intéressant. Il raconte que tu sais, le degré de, comment dire, d'exigence et d'excellence qu'il a rencontré aux Spurs, il l'a rencontré nulle part ailleurs dans toutes les équipes par lesquelles il est passé. Mais il explique aussi que d'avoir connu ça aussitôt, ça explique la longévité qu'il a pu avoir en NBA. Il a joué 13 ans, si je me trompe pas, parce que ça lui a donné des bases, en fait. Et que aux Spurs, tout est réfléchi. Et il parlait notamment, tu sais, en début de carrière, il a dû partir en G-League. Mais même là-dessus aussi, San Antonio, le coach qu'il a eu en G-League, c'était Quinn Snyder. Et les systèmes que l'équipe de G-League Hey, des Spurs. les Austin Toros. Exactement. Et ils jouaient les mêmes systèmes que les Spurs. Et il y Ouais, avait tout un programme de développement spécifique pour Yann Mahami, qui, même malgré ses 19 ans, était l'un des points enfin, était le point central de cette équipe. Et tout était fait pour que les joueurs qui passent par cette équipe de développement puissent facilement intégrer les Spurs si jamais ils devaient être appelés en équipe première, entre guillemets, mais aussi qu'il y ait un développement des joueurs qui soit spécifique à leur capacité, à leur profil, de manière à ce que par la suite, ils puissent intégrer le roster. Et finalement, tu dis, ben, là-dessus, par exemple, c'est un exemple où tu te dis San Antonio a été visionnaire au-delà du possible par rapport à toutes les autres complètement. franchises, en se disant, bah, on va pas simplement prendre des mecs de droite et de gauche et les faire jouer et se dire, bon, bah, si on a besoin d'en prendre un, on le récupérera là. Non, ils ont mis un coach qui allait devenir un très grand coach, Quinn Snyder, et lui confier l'équipe et en même temps se servir de ça pour en faire une espèce de comment dire de cocon de développement pour des potentiels prospects qu'ils avaient déjà qui étaient déjà dans la maison Spurs. Et en fait, quand tu regardes ça, tu vois à quel point ils ont été visionnaires. Même chose dans le scouting, c'était les premiers, genre Ginobili, Parker. On connaît leur histoire, mais c'est aussi les Spurs qui ont drafté Scola, c'est les Spurs qui ont drafté Barbosa, même des joueurs qui n'ont pas joué pour eux au bout du compte. Ils ont été au-dessus de toutes les équipes dans ce domaine et ça a influencé toute la ligue et si tu regardes toutes les équipes qui sont bien gérées aujourd'hui, elles ont un point commun avec San Antonio, c'est quasiment sûr et certain. Et le talent d'identification des talents, Ouais. la capacité d'identifier des talents, de savoir, tiens, enfin, toi, le scouting, que ce soit pour le coaching staff ou pour les joueurs, enfin, je veux dire, les Spurs, moi, chaque année, tu peux être sûr que n'importe quel mec que draft les Spurs, je suis sûr qu'ils ont fait le taf pour identifier un joueur qui, d'une façon ou d'une autre, va être intéressant, quoi. Je me souviens toujours de Derrick White quand il est arrivé aux Spurs, tout le monde se grattait la tête en se disant mais c'est qui ce gars-là, personne ne le connaît. Regarde aujourd'hui où on en est, quoi. Mais tu sais que même Yann Mahimi, quand il a été drafté, mais personne ne savait qui c'était, à tel point que la NBA, je me rappelle qu'il y avait eu une espèce de moment de latence, il savait pas comment écrire son nom au moment où ça a été D'accord. annoncé. Ouais. C'était un petit peu la galère. Et même en France, en fait, même en France, Yann Mahimi était pas si connu que ça, hein. Il était à Rouen, c'était un jeune joueur émergent, il avait 18 ans. Personne s'imaginait qu'il serait drafté au premier tour par les Spurs. Ouais, ça m'étonne pas. Pour terminer sur les Spurs, j'aimerais avoir ton avis sur deux choses. Première chose, ton avis sur, euh, enfin, je vais regrouper les deux choses. Je voudrais ton avis sur les critiques qui ont visé Greg Popovich au début de la saison, notamment dans sa façon de gérer Victor Wembanyama. Et aujourd'hui, le point de vue sur comment les choses évoluent, notamment le point de vue sur Victor, où depuis 2 mois, il met tout le monde d'accord. Hier soir, ils ont battu le Thunder et Victor a été absolument époustouflant. Ça fait 2 mois que le mec a, a mis tout le monde d'accord sur le débat du rookie de l'année. Même si là, il a dit à Benjamin Moubèche, qui est un de vos, enfin des journalistes français qui est à San Antonio maintenant, qui est correspondant là-bas. Ouais, c'est notre envoyé spécial, ouais, Mais voilà, effectivement. big up Benjamin, euh, qui est venu dans le podcast d'ailleurs. Euh,
il a interrogé Victor qui dit bah non, j'ai encore la dalle, j'ai encore envie de prouver, il y a rien qui est fait, non, j'ai pas gagné le titre de rookie, il y a encore 22 matchs à jouer, il faut que je les joue à fond. J'adore ce garçon, je l'aime. Est-ce que tu comprends les critiques qui ont visé Greg Popovich au début de la saison? Moi personnellement, ça m'a beaucoup agacé et beaucoup déçu parce que pour moi, il y avait une incompréhension sur qui est Popovich et son talent et ce qu'il cherchait à faire. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je voulais avoir ton opinion, s'il te plaît. Alors, pour commencer, je vais dire que moi, je pensais que les Spurs seraient meilleurs plus vite en termes de résultats. J'étais Mhm. surpris quand même du manque de résultats du début de saison de San Antonio. Ça, je le pose en préambule. L'enchaînement des défaites. Voilà, exactement. Je pensais quand même que Ah. voilà, je le pose en préambule. Derrière, par contre, j'ai pas compris du tout. Après, ça va avec l'époque, hein. Il y a Hmm. peu de place pour les zones grises, hein. Tout est soit fantastique, soit honteux et, heu, et, heu, et dégueulasse. Mais quand je voyais, ouais, passer des commentaires genre ouais, mais Greg Popovich, il fait n'importe quoi, il est trop vieux, ça a aucun sens ce qu'il fait. Pour moi, c'était assez clair. L'objectif de San Antonio, c'est pas d'être champion NBA en 2024, c'est de développer les jeunes joueurs qu'ils ont pour voir ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai bien aimé le choix d'avoir mis, enfin, j'ai bien aimé, je trouvais ça courageux de mettre Sohan en meneur sur le début de saison. Je pense que c'était assez clair ce qui essayait Mhm. d'être fait. C'était pas de faire de Jérémy Sohan le prochain Chris Paul. C'est C'était de se ça. dire, quand il y aura un vrai meneur à côté de lui, eh ben, on aura peut-être un Draymond Green. Parce qu'il aura développé du playmaking, il pourra gérer Sa une partie, lecture. sa lecture, exactement. Donc, ça a été, je pense quand même, je suis pas sûr que Greg Popovich s'était attendu à ce que ça soit aussi compliqué, mais c'était du développement. Même chose un petit peu pour ce qui concerne Victor. Ce qui est incroyable dans la saison rookie de Victor, c'est qu'au moment où il devrait se prendre le mur du rookie en pleine tête, c'est là qu'il est en train d'exceller et de repousser même les attentes qu'on pouvait avoir pour sa saison rookie. Mais est-ce qu'il aurait pu faire la même chose s'il n'y avait pas eu comme une restriction sur son temps de jeu? Est-ce que ça aurait été la même chose si tout de suite on en avait fait le point central systématique de toutes les attaques? Je suis pas sûr. Mais je Ce suis que tout fait à San fait d'accord. Antonio, c'est du développement. L'objectif, bien sûr, ils viennent pas pour perdre les matchs, hein, c'est pas ça la question. C'est simplement, je pense qu'il y a un cap, que Greg Popovich s'en fout de l'avis de Kevin23 sur X ou Twitter qui pense qu'il est trop vieux et que lui, il va tenir son cap. Maintenant, ça n'empêche pas que effectivement, ça fonctionne mieux avec un vrai meneur de jeu dans le 5 majeur. Ça, on s'y attendait, mais il n'y avait pas non plus d'urgence en fait. Ce que je comprenais pas, c'était l'urgence qui semblait prendre tout le monde, de se dire il faut que Victor soit à tel stat ou que les Spurs soient tel niveau de victoire. Ils sont partis dans un marathon, ils ont la pièce la plus difficile à obtenir, un franchise player qui est un two-way player en plus. Et c'est dire, c'est pas on dit pas que c'est une licorne pour rien, Victor. Donc maintenant, le temps joue en la faveur des Spurs. Et puis, enfin, quel joueur, quoi. Enfin, je veux dire, on voit bien là, il y a plusieurs chiffres là qui sont sortis qui montrent que c'est le joueur le plus suivi sur les réseaux, euh, au même titre que LeBron, que Stephen Curry. Enfin, on l'a déjà dit dans ce podcast, Wembanyama répond à toutes les attentes qui étaient mis sur lui. Et plus encore, j'ai envie de dire. Enfin, il est vraiment extrêmement impressionnant. Et pour moi, c'est pas un accident qu'aujourd'hui, exactement ce que tu viens de dire pour aller dans ton sens. C'est pas un accident qu'aujourd'hui il est en train de faire ce qu'il fait, qu'il est en train de régler le débat du rookie de l'année. C'est parce que, et on voit bien dans l'effectif que tout ça est en train de prendre corps. Quand je vois le match d'hier face au Thunder ou les matchs précédents là sur le mois de février ou le mois de janvier, tu vois bien que les joueurs commencent à comprendre comment utiliser Victor, comment jouer ensemble, comment trouver leur position sur le terrain. Enfin, qu'est-ce qu'on leur demande de faire en fait. Et tu sens que c'est un apprentissage profond des fondamentaux. Et ça, Popovic en a parlé d'ailleurs. Il a dit aujourd'hui, on est en train de bosser sur les fondamentaux. On n'est pas en train d'essayer forcément de gagner des matchs. J'essaie d'abord de faire les fondations du basket, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire pour pouvoir gagner ensuite des matchs. C'est ça qu'il fait. Et ce que tu disais pour Sohan, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'il perdait autant de matchs, notamment. C'est que d'une, Mbanyama n'était pas en poste 5, il était en poste 4, il évoluait aux côtés comment il s'appelle là, le Collins, Oui, de Zach Zach Collins. Collins, qui était mis en poste 5, mais c'était pour préserver physiquement Victor au début de la saison, justement, et Sohan pour développer sa capacité de lecture du jeu.
Et quand tu vois Sohan aujourd'hui, bah, quand tu vois certaines passes qu'il comprend et le tempo, le tempo d'une passe, une lecture du jeu, une anticipation manifeste qu'il a sur le terrain, eh ben c'est parce qu'il en a bouffé, il a bouffé des balles perdues pendant 2 mois au début de la saison, quoi. Ouais, et C'est puis comme ça que t'apprends en fait. c'est ça, et je pense aussi que Greg Popovich et les Spurs ont vraiment bien cerné et compris la personnalité de Victor Wembanyama, qui est un garçon plein de talent, mais qui est aussi ambitieux et qui semble ne rien détester plus que le fait qu'on essaie de le mettre dans une boîte. C'est Mm. vraiment, quand on l'entend parler, même depuis très jeune, tu sens que il veut pas qu'on l'enferme dans un rôle, il veut pas qu'on lui dise qu'il est pas capable de faire ci ou ça, et qu'il veut pouvoir avoir le temps de se développer et de comprendre qui il est. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi que les Spurs sont mis au centre de leur programme de développement pour Victor. Et forcément, quand tu fais comme ça, bah, il y a des ratés, il y a des choses qui fonctionnent pas. Ça prend du temps, mais moi je continue ce que je te disais à l'instant. Je vois pas l'urgence pour San Antonio. Le temps est en leur faveur. C'est les autres équipes qui doivent se dépêcher de se dire il faut qu'on gagne un titre maintenant parce qu'après il y a ce machin qui va se mettre en place à un moment. On va pas comprendre ce qui se passe et on va reprendre pour 15 ans alors, dynastie. Le terme est polémique, on en parle un peu dans le MOOC d'ailleurs, mais en tout cas de cette présence qui rôde, et tu sais que quoi qu'il arrive, il faudra que tu passes par San Antonio si tu veux être champion. J'ai jamais souhaité aussi quelque chose aussi fort de ma vie de fan NBA que la santé pour Victor, quoi. Oui, Clairement. d'ailleurs, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, hein. Très très bien. Voilà, on lui prédisait tout un tas de blessures. Pour l'instant, voilà, tout se passe très bien. C'est le début, hein, bien sûr. Mais le truc aussi, c'est que Victor, même pour un grand, c'est pas un grand comme les autres, quoi. Donc, il y a aucun point de référence en fait C'est pour un sûr. joueur comme Victor. Je rappelle aux auditeurs que le MOOC sort le 5 mars. On peut le précommander encore ou pas? Absolument, ouais, c'est les derniers moments de précommande. Je crois que jusqu'à dimanche soir, si je me trompe pas, Ok. les frais de port, pardon, sont encore offerts pour la France métropolitaine. Donc, n'hésitez pas à aller sur Basket Session pour pouvoir le précommander. Voilà, le message est passé. On va parler de notre dernier sujet dans le podcast. On a déjà passé l'heure, mais c'est pas grave. On s'en fiche, on est bien. On va parler de la course au MVP. Euh, Il y a eu le dernier sondage réalisé par ESPN. C'est Tim Bontemps qui sonde un petit peu. Je crois que c'est la troisième fois qu'il fait ça depuis le début de la saison. Et donc, il demande un petit peu, il prend la température auprès des experts et ainsi de suite pour savoir vers quoi se dirigent les votes. Et donc, étant donné que Joel Embiid est désormais disqualifié, euh, le dernier sondage a démontré, donc c'était quoi, il y a 2 semaines à peu près, je crois que c'est sorti ce sondage, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Attends, je vais regarder, c'était mi-février. Donc, c'est Nikola Jokic qui arrive en tête, Shai Gilgeous-Alexander qui arrive en 2, Giannis Antetokounmpo qui arrive en 3e position, et le top 5 se termine avec Luka Doncic et Kawhi Leonard. Première question, Théo, quel est ton favori pour le titre de MVP à l'heure actuelle? Moi, mon favori, c'est Nikola Jokic à l'heure actuelle, mais pareil, je vais mettre une petite astérisque, c'est je pense que là, vraiment, ça va se jouer un peu comme l'an dernier. Ça peut très bien se jouer jusque la dernière semaine de la saison, parce que la course, elle est vraiment passionnante cette année encore. Ça fait plusieurs années que c'est le cas, mais Shea a tous les arguments nécessaires pour pouvoir être dans la course jusqu'au bout. Je pense que Luka Doncic, si Dallas remonte au classement, aura des arguments aussi à faire valoir jusqu'au bout. Donc je pense que la course va vraiment être passionnante. Ouais, complètement, ouais. Je pense que Nikola Jokic, il est rendu à un niveau un peu comme Michael Jordan à son époque, ou LeBron James également a souffert de ça. C'est-à-dire, le gars est tellement fort de façon permanente, et là, il y a qu'à voir les perfs qu'il nous a sortis en sortie du All-Star Break. C'est n'importe quoi. On est d'accord, c'est juste On n'importe est quoi. d'accord. Mais d'un point de vue statistique, en fait, il est clairement. Joel Embiid, pour le coup, s'il était là, c'était lui le MVP sans aucune discussion possible. Euh, J'allais pas argumenter contre ça, il n'y a pas de problème. Mais Jokic, c'est assez impressionnant quand même d'un point de vue statistique, notamment les statistiques avancées. Voilà, c'est le chouchou des nerds.
C'est clairement le mec qui, quand tu regardes ses stats avancées, bah, il est devant tout le monde dans presque toutes les catégories statistiques. Et en termes de valuable, c'est difficile de faire mieux que lui, quoi. Je regardais un petit peu les stats on and off des joueurs, des principaux joueurs. On va dire les quatre, enfin, de Jokic, Alexander, Alexander, Doncic et Antetokounmpo. On est d'accord que valuable, c'est quand c'est sur le terrain, tu portes ton équipe. Quand t'es pas là, c'est la disette. Le différentiel de points de Nikola Jokic quand il est sûr et pas sur le terrain à Denver, c'est plus 20,1 points toutes les 100 possessions, le différentiel. C'est de loin le plus élevé des quatre gars. Derrière, tu as Alexander qui a plus 11,6, tu as Luka Doncic qui a plus 6,1, et oui, ah non, t'as Giannis avant lui qui est à plus 10,5. Et après, en quatrième, t'as Luka Doncic à plus 6,1. En box plus minus, c'est Nikola Jokic qui domine la ligue également. Je veux dire, c'est dur de correspondre plus que ça en termes de valeur ajoutée pour un joueur, quoi. Et clairement, c'est on peut dire, hein, on peut dire que je suis pas du tout objectif parce que c'est mon joueur préféré, je l'avoue, mais voilà, je pense que c'est lui qui va l'obtenir, ce titre, et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas du tout une balade de santé. Pourquoi? Parce que je pense que si le Thunder, par exemple, terminait à la première place de la conférence Ouest, il n'y a pas d'autre choix que de vraiment examiner la candidature de Shai Gilgeous-Alexander. C'est impossible d'ignorer ce gars-là, en fait. Oui, et de toute façon, elle est totalement valable en fait. C'est juste que Jokic est un monstre. Tu sais, l'an dernier, quand Joel Embiid a été élu MVP, c'était bon, c'est pas du tout un vol. Hein. Joel Embiid a complètement mérité complètement, au vu de sa saison, d'avoir ce trophée. Mais ce qui m'avait un petit peu gêné, c'était les arguments qui étaient parfois avancés parmi ceux qui voulaient pas voter par Jokic, notamment celui qui était de dire oui, mais là, si on lui en donne un troisième, ça veut dire qu'on le met dans la classe dans la même classe que Larry Bird ou Will Chamberlain, alors qu'il n'a pas gagné de titre. Encore une fois, on en a déjà parlé, Josh. Je pense que en fin de carrière, quand il faudra classer Jokic parmi les meilleurs joueurs all-time, certains vont voir flou hein, pour prendre une expression un peu moderne. Hein. Et voilà, cette année, encore une fois, là, à l'heure actuelle, si on me disait, bah non, c'est Shai qui est MVP, ça serait pas du tout honteux. La saison de d'OKC est incroyable. J'adore Shai Gilgeous-Alexander. C'est un joueur hors norme. Quand on voit son efficacité et son rendement, c'est fou. Simplement, j'ai le sentiment que Jokic, c'est encore au-dessus, en fait. Et complètement. Complètement. Et en fait, Jokic, j'avais fait un podcast consacré un peu à cette histoire-là. Je crois que c'était avec Guillaume du Basket Lab d'ailleurs qu'on avait parlé de ça. Mais Jokic, en fait, redéfinit, enfin, ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'une superstar de la ligue, de la superstar NBA par excellence, alors qu'il coche absolument toutes les cases en termes de résultats, de statistiques, de tout ce que tu veux en fait. Ouais. Et, euh, et je vois qu'il y a beaucoup de gens, ça les énerve, ou ils ont du mal à en venir à cette réalité. Et c'est pourtant vrai. Jokic, il est dans la discussion des LeBron, Jordan, Bird, Magic, tout ça. Clairement. Enfin, il y a aucune discussion possible aujourd'hui par rapport à ça. Mais sur le talent du joueur et ses performances, c'est sûr. Maintenant, effectivement, il faudra que Denver remporte d'autres titres pour vraiment qu'il cimente sa place parmi ceux-là. Mais son rendement sur le Complètement. terrain, c'est. Je veux dire, qu'est-ce que tu. Je vois pas ce que tu peux faire. Si tu es une défense, je vois pas quelle est la solution, en fait. Ce joueur-là, c'est le cauchemar, c'est le cauchemar intégral. Il peut marquer de loin, il peut marquer de près. Il a un flotteur sur un pied qui a pas de sens. Hein. Pour un joueur de sa taille, son flotteur, pied droit, main droite, là. Je comprends même pas comment il peut les mettre avec un tel pourcentage, une telle efficacité. Si t'envoies une prise à deux, ou si tu essaies de jouer la zone face à lui, il va te tuer par sa lecture de jeu. C'est un Tu peux pas cauchemar switch. match après match. Ouais, tu peux pas switcher non plus parce que si tu mets un petit, Il va te punir tout de suite. il va te punir immédiatement. Non, mais c'est un casse-tête insoluble, Nikola Jokic. Et effectivement, je vois pas quelqu'un d'autre désormais prendre sa place. Shai Gilgeous-Alexander avec le Thunder, c'est pareil, il est absolument terrifiant ce joueur. Tu sais ce qui m'étonne le plus avec Shai, c'est sa faculté soir après soir, match après match,
il te sort quasiment les stats. Il a une Les mêmes stats. constance. C'est vrai, C'est incroyable. c'est vrai. Ce mec fait absolument ce qu'il veut sur un terrain. Il a envie de prendre un shoot, il va le prendre. Il a envie de créer un tir pour son coéquipier, il va le faire. Il y a rien qui sache pas faire. Et en plus, il défend bien. En plus, c'est un two-way player, Chegidjus Alexander. C'est ça qui est aussi important à souligner chez ce joueur et qui est excessivement important dans ce jugement. Et je tiens à signaler que toutes les stats avancées montrent Jokic comme un très bon défenseur, malgré les gens qui continuent de dire le contraire. Bref. Mais Che, il est également impressionnant. Là où si on descend un peu plus dans la liste, Doncic et Antetokounmpo. Antetokounmpo, j'ai l'impression que l'an dernier, il était encore dans cette conversation de manière, je veux dire, enfin, c'était impossible de pas le mettre dans la conversation du MVP. J'ai l'impression que c'est moins le cas cette saison. Est-ce que tu partages ce sentiment ou pas? Alors pour Yanis, de mon point de vue, pour moi, c'est plus les à côté basket en fait qui le discrédite quasiment ou qui le pas le discrédite. Et je vais pas dire non plus Mmh. qu'il est disqualifié de la course, mais je trouve que c'est plus dur de le prendre en compte parce que à cause du changement de coach en fait. Parce que si le changement de coach de milieu de saison fonctionne pas, voilà, le doigt sera pointé vers lui assez logiquement, je trouve, pour le coup. Et c'est un petit peu, tu sais, la saison 2010, quand LeBron part à Miami, Mmh. c'est l'année où Derrick Rose est MVP cette saison-là. Ouais, je me souviens, ouais. J'invite quand même les gens à regarder les stats de LeBron cette année-là. J'adore Derrick Rose, hein, mais je suis toujours pas persuadé que c'était Derrick Rose le meilleur joueur de la ligue en cette saison-là. Mais Clairement un vote punition. il y a eu un Clairement. tel bad buzz autour Ouais. de LeBron qu'il a été sorti de l'équation. Et j'ai l'impression que pour Yanis, c'est pas pour dire je suis pas là pour dire que c'est mérité ou pas, mais je pense que ça va le sortir de l'équation de la part des votants. Ouais, complètement d'accord, ouais. Et Giannis individuellement reste un joueur absolument unique. Enfin, je veux dire, les lignes de stats qu'il est capable de produire, pareil, en moyenne sur une saison, c'est. Ouais, elles sont folles. Mais Elles c'est sont oui, folles c'est ces ouais. stats encore cette année. En fait, tous ces joueurs-là ont un point commun et on va parler aussi de Luka Doncic parce que j'aimerais quand même parler de lui dans ce débat. Ce sont des joueurs qui banalisent l'excellence quelque part. Luka Complètement. Doncic, j'arrive pas à croire qu'il y ait des gens qui sont encore là en train de débattre sur. Enfin, je sais pas. Des fois, il y a des comparaisons qui sont faites concernant Luka Doncic où il y a des critiques qui sont lancées à son égard. Alors, je comprends qu'on puisse critiquer un joueur, c'est tout à fait normal et ça fait partie des débats, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie des fans et tout ça. Il y a aucun problème. Mais il y a un moment, il faut quand même remettre un peu les choses dans l'ordre quand même. Et Luka Doncic, le gars est absolument c'est une terreur. Je pense que n'importe quel fan, ton équipe joue les Mavericks en playoff, je pense que tu fais des cauchemars. C'est clair. Littéralement, c'est impossible de faire autrement. Et Luka Doncic, c'est clairement un joueur qui est capable à lui tout seul de gagner n'importe quelle rencontre, quoi. Et c'est rare les joueurs qui sont capables d'impacter comme ça des résultats à ce point. Et Luka Doncic, c'est pareil, si tu regardes ses stats, je sais pas, c'est juste fou en fait. J'arrive, je comprends pas comment c'est possible qu'on puisse être témoin de ce genre de choses et que certains sont là, tu sais, à moitié tiédasse sur sa performance, quoi. Il Je est sais pas pas. encore dans son prime, hein. Il Mais vient de pas du fêter tout. ses 25 ans, hein. Pas du tout. Il Ouais. est pas encore dans son prime. Et au-delà, tu disais, il peut gagner un match, il peut même gagner une série complète. Et Mais je c'est pense que sûr. si vous avez des amis qui sont fans des Suns, leur parlez pas de Luka Doncic, hein, parce qu'ils doivent faire des cauchemars et avoir des. Mais les Clippers, c'est pareil. Les Clippers, quand ils se montent avec Kawhi et Paul George, tout le monde dit ah les Clippers, ils vont être, ça va être des gars impossibles à battre et tout ça. À chaque fois, ils rencontraient les Mavericks au premier tour, ils se tapaient des séries en 7 matchs. Le gars, il les faisait tourner dans tous les sens. Et quand t'es défendu par Kawhi et Paul George et que t'arrives quand même à faire tes matchs, tu fais quelque chose de bien, non? Ben non, mais c'est clair. Mais pour Lucas, je pense que le plus gros, comment dire, le plus gros obstacle pour qu'il soit élu MVP à l'heure actuelle, c'est le bilan des Mavs, mais la Hmm. saison est pas finie. Et c'est pour ça que je pense que vraiment, ça va être la course au titre, au trophée de MVP va être passionnante jusqu'à la fin, parce que si Dallas remonte vraiment au classement d'ici la fin de saison,
la question va se poser de plus en plus parce que voilà, moi j'aime bien cette équipe de Dallas. Je pensais, j'étais hyper comment dire, je les voyais être bons cette année en début de saison. À l'heure actuelle, là, les changements qu'ils ont fait à la trade deadline ont été extrêmement pertinents. Ça Incroyable. fonctionne parfaitement. Leur défense commence à vraiment ressembler à quelque chose et même à être vraiment complexe à jouer. Je pense que Dallas va grimper et va continuer d'enchaîner les bons résultats. Et comme tu le disais, il n'y a aucune équipe qui voudra croiser Dallas en playoff. Et l'un des arguments principaux de ce raisonnement, c'est que, à part peut-être contre Denver, Dallas aura systématiquement le meilleur joueur sur le terrain. Ouais, complètement. Ouais. Ces playoffs à l'Ouest vont être. On dit ça tous les ans. Hein. J'ai l'impression Oui, c'est vrai. d'être un disque rayé, mais cette saison. En fait, ce que j'apprécie beaucoup dans la conférence Ouest depuis 2, 3 saisons là, c'est qu'il n'y a pas d'équipe absolue, dominante absolue. En fait, tout va être une question de match-up et Ouais, c'est de clair. et aussi bah, l'état de forme de l'effectif une fois arrivé en playoff quoi. Mais mais tu peux avoir une équipe qui est très forte et ils vont avoir un adversaire qui va vraiment les mettre mal sur 2, 3 points statistiques, 2, 3 secteurs de jeu où ils sont vraiment en galère et ça peut faire tourner la série quoi. Et tu peux te faire sortir alors que tu aurais probablement battu 90% des autres équipes, mais non, cette équipe-là, tu peux rien contre elle quoi. C'est aussi ça le playoff. Pour terminer cette conversation de MVP, j'aimerais revenir sur un joueur dont les médias américains parlent de plus en plus dans cette course-là, bien qu'il ne figure dans quasiment aucun des classements, mais c'est comme ça. Mais son cas est intéressant. C'est Jason Tatum des Celtics qui a déclaré récemment qu'il se considérait comme étant le meilleur joueur de la NBA. Et pareil, on peut ricaner, on peut dire ce qu'on veut. T'as besoin d'avoir un ego comme ça en NBA, sinon tu survis pas. Moi, je serais jamais choqué d'entendre un joueur dire ça. C'est impossible de fonctionner autrement. Comment tu veux être à ce point, à ce niveau d'excellence, si t'es pas persuadé que tu es ce joueur-là, quoi. Bref. Mais j'aimerais avoir ton opinion sur Jason Tatum, sur la saison de Boston et ton niveau de sérénité sur le parcours des Celtics. Bah écoute, Jason Tatum, ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA. Donc Ça, c'est voilà, bien dit. c'est déjà suffisamment impressionnant en soi. Il continue de progresser. Ça, c'est super. La question par rapport au MVP, je pense qu'il est quand même en dessous en termes de rendement pur et même en regardant les stats de très près voilà, des joueurs dont on a parlé précédemment. Ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur. C'est juste que là, cette année, je pense que ça sera trop juste. Sans doute, alors on peut dire c'est parce qu'autour de lui c'est très fort, mais toujours est-il que c'est comme ça. Boston, je trouve vraiment Boston impressionnant. Et ils ont leur 5 majeur est fou en fait comment dire de qualité, de jeu. En plus maintenant il y a vraiment des automatismes qui ont été trouvés en attaque, en défense. C'est assez dingue à voir jouer. Moi j'ai juste comment dire, si je devais pointer une inquiétude, c'est pas une inquiétude, une question en fait, c'est plus ça, c'est une Ouais. question, c'est j'attends de voir si effectivement l'efficacité à 3 points des Celtics pourra se maintenir tout au Ouais. long des playoffs. Je pense que voilà, l'essentiel de leur jeu est axé autour de ça. C'est l'équipe qui prend le plus de tirs à 3 points de la ligue. Ils ont un très bon pourcentage, je crois qu'ils sont à quelque chose comme 38%, un truc comme ça. Mais on sait aussi qu'en playoff, c'est un pourcentage qui systématiquement est amené à baisser, que les équipes les plus malines ou les mieux organisées arrivent à perturber un peu plus les shooters longue distance qu'en saison régulière. Donc voilà, ma question c'est ça, c'est est-ce que Boston si tout roule, bon, bah, pas de problème, mais s'il y a besoin de faire changer le style de jeu ou d'apporter un peu plus d'alternance dans le jeu, est-ce que Boston saura le faire ou est-ce que cette équipe, aussi incroyable soit-elle, est, comment dire, peut être à la merci de tomber sur une défense qui les perturbera trop pour trouver de l'alternance dans le scoring? Mais moi, j'irais même plus loin. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire parce que c'est effectivement ça le problème de Boston. C'est le régime alimentaire, j'allais dire. Leur régime, la répartition des points de cette équipe qui m'inquiète. C'est-à-dire que tout repose tellement, et ça, pareil, j'en ai déjà parlé dans le podcast, tout repose tellement sur le shoot extérieur et sur notamment leur capacité à tirer à 3 points et à nourrir la marque en faisant des barrages de tirs à 3 points qui noient l'équipe adverse.
T'ajoutes à ça leur défense, hein, qui est Ouais. absolument incroyable. Enfin, c'est le mix des deux qui fait que cette équipe semble quasiment imbattable. Maintenant, voilà, en playoff, on sait très bien que moi, ce que j'ai envie de voir, voilà, j'y viens, après, après moult hésitations, ce que j'ai envie de voir, c'est si une équipe arrive à couper le robinet des tirs extérieurs, ou, ou que l'équipe ne traverse une crise d'adresse au tir. Comment cette équipe réagit et comment elle fait pour nourrir la marque. Ça va demander à ce que la défense augmente encore d'un cran, et ils ont carrément le personnel pour y parvenir, et ça veut dire également qu'il va falloir aller chercher des points sur la ligne des lancers francs et dans la raquette. Et ça, c'est le plus gros point d'interrogation concernant les Celtics. Pour moi, c'est ça. Et, et là, cette saison, ils n'ont pas le choix, en fait. C'est vraiment, pour moi, et c'est bizarre de dire ça d'un mec comme Jason Tatum, par exemple, qui a 25 ans. Tu disais, on disait l'âge de Luka Doncic tout à l'heure. Tatum, c'est pareil. Il est même pas dans son prime. Il est déjà incontestablement au sommet des meilleurs joueurs de la ligue. Et ses meilleures années sont encore devant lui, ce qui est vertigineux quelque part. Mais cette équipe-là ne survivra pas l'intersaison qui vient, parce qu'elle va coûter beaucoup trop cher après coup. Ils vont devoir faire des choix qui seront peut-être, enfin, on verra les choix qu'ils feront, mais voilà, ils vont devoir faire des choix. Et là, cette saison, ils ont un effectif qui est vraiment ultra dominant, qu'ils auront probablement pas par le passé, à l'avenir. Voilà. Donc j'ai hâte de Ouais. voir ça. Non, mais ça va être passionnant à voir parce qu'en fait, tu vois, ce qu'on pointait tous les deux du doigt là sur l'alternance, est-ce qu'ils seront capables de le faire ou pas? Je pense ils ont les joueurs pour, en fait. Je dis pas du tout qu'ils auront pas la capacité de le faire. La question, c'est vraiment, est-ce qu'ils arriveront dans un moment quand ils seront dans le dur, c'est ce que tu disais, d'avoir les ressources, à la fois, en termes d'énergie de groupe, en termes de plan de jeu proposé par le staff, et aussi en termes de répétition, parce qu'en fait, ce qui est un peu dur, c'est quand tu as brillé toute une saison de 82 matchs avec une façon de jouer, c'est pas forcément facile de se réinventer et de retrouver des automatismes de scoring dans un autre profil du jour au lendemain. Voilà, finalement, si je devais te donner une équipe qui serait capable, je pense, de les embêter, je pense forcément à Miami, pas forcément, pas du tout, parce que en termes de talent, tu dis bah non, Miami est bien en dessous, mais s'il y a bien une équipe qui est capable de venir t'embêter là où t'as pas envie, et qui peut vraiment te perturber, te sortir de ton rythme, c'est une équipe comme Miami. Et j'attends de voir simplement. Je dis pas du tout que Boston n'en sera pas capable. Je pense que cette équipe a tous les arguments et tous les atouts pour le faire, mais tant que ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Le match-up des Celtics peut être vraiment compliqué au premier tour. Tout à l'heure, on parlait de Philadelphie qui peut dégringoler, qui peut continuer de dégringoler jusqu'au retour de Joel Embiid. Et ce serait vraiment pas facile de se taper les Sixers comme ça si Joel retouche un minimum son niveau le niveau qu'il avait avant sa blessure. Les Pacers, je pense qu'ils peuvent également être embêtants pour Boston. J'avais bon espoir, moi, que Orlando joue les Celtics, mais Orlando, ils sont forts. Ils gagnent. Ça gagne des matchs. Hein. Ouais. 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers matchs, 2 victoires consécutives en ce moment là. Donc on verra, mais ça va être passionnant. Ouais. Ça va être passionnant, clairement. Merci Théo de m'avoir accompagné. Merci Josh. Finalement, tu n'as pas eu besoin de me jeter dehors à la fin du podcast comme on en avait parlé avant de prendre l'antenne, mais j'étais pas loin, je pense. Je suis bavard. Mais c'est pour ça que je t'invite. C'est parce que c'est fluide. Hein, on est bien. 1h30, on est bien là. 1h30, c'est sympa. Peut-être que peu d'auditeurs sont allés jusque-là, on ne sait pas. On salue clairement, chaleureusement ceux qui sont encore présents avec leurs petites oreillettes là, en train de nous écouter, de faire je sais pas quoi, leur sport, leur course ou que sais-je. Voilà, donnez-nous des signes de vie pour savoir s'il faut qu'on prévienne votre famille ou pas, si vous êtes encore là à ce stade du podcast. Attends, je termine. Ils ont pas terminé là, ils font chier, ils traînent en longueur, c'est con là. À très bientôt Théo. Hein, à bientôt Josh, merci encore. Voilà, et puis chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés bien évidemment,
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau du podcast NBA Corner. Ce sera le retour de Charlie sur au micro du podcast. Voilà, d'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end. N'oubliez pas, jusqu'à dimanche soir, pour commander le MOOC, ce spécial Spurs avec les frais de port offerts. N'oubliez surtout pas ça. Et voilà, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.